perturbateurs endocriniens. On va laisser rentrer les derniers. Peut-être avant de parler, et en particulier des effets des perturbateurs endocriniens sur le cerveau, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que, avant de parler de perturbateurs endocriniens, on devrait peut-être d'abord expliquer ce qu'est le système hormonal, et donc ce que sont les glandes endocrines. Est-ce que vous connaissez quelques glandes? Est-ce que vous pouvez me dire des exemples de glandes? Sudoripare. Oui, c'est vrai. Alors ici, on va peut-être parler plus de glandes endocrines, donc de glandes qui libèrent des hormones dans le système sanguin. Ça va? Donc les glandes sudoripares, c'est un petit peu différent. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Oui. Le pancréas, on me dit ici, tout à fait. Puis dans le fond, l'hypophyse, c'est ça? Oui, tout à fait, très bien. Donc voilà ici une illustration du système endocrinien. Vous voyez en fait, donc, le système endocrinien implique des glandes qui produisent des hormones qui vont être libérées dans le sang et qui vont agir à distance et en cascade. On a parlé du pancréas. Le pancréas libère l'insuline qui va permettre de maintenir un taux de sucre dans votre sang qui sera constant, notamment. La thyroïde, on va en parler, qui libère notamment les hormones thyroïdiennes qui vont aller agir vraiment dans tout l'ensemble du corps et en particulier sur votre cerveau. Les ovaires qui libèrent les œstrogènes chez la fille et chez la femme. Les testicules libèrent la testostérone. Vous voyez qu'on sait maintenant aussi que le tissu adipeux, donc la graisse, est aussi capable de libérer des hormones, notamment la leptine qui va informer votre cerveau sur votre état nutritionnel, sur le fait que vous ayez faim ou pas. Et puis vous voyez qu'il y a la glande hypophyse et l'hypothalamus qui sont situés dans le cerveau et on va se concentrer là-dessus maintenant. Puisque finalement, en fait, le système endocrinien est caractérisé vraiment pour une action en cascade qui est initialisée la plupart du temps dans l'hypothalamus. Dans l'hypothalamus qui se trouve à la base du cerveau, vous avez une série de neurones qui ont tous une fonction différente et qui ont des projections qui vont s'étendre jusqu'à ce qu'on appelle la tige de l'hypophyse qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse. Ils vont libérer eux-mêmes, ces neurones, des hormones qui vont agir sur d'autres neurones capables à leur tour de stimuler les glandes dont on vient de parler. Ça va? Donc on a une hypothalamus, hypophyse, tout ça se trouve à la base du cerveau, et puis les glandes cibles dont on a parlé, les ovaires, le tissu graisseux, etc. Alors finalement, qu'est-ce que c'est une hormone? Une hormone, c'est une protéine qui va être libérée notamment, qui va être libérée par les glandes, et on pourrait les comparer à des clés. Ça va? Et ces clés vont permettre d'ouvrir certains cadenas, et les cadenas seraient les récepteurs au niveau des cellules. Ça va? Donc les hormones vont être porteuses d'un message qui va être libéré dans le sang et qui va agir au niveau des différentes cellules de l'organisme comme une clé qui ouvrira un cadenas. Et donc on peut représenter ce cadenas ouvert comme étant un récepteur activé par sa clé, par son hormone. Alors le système endocrinien, il est caractérisé par le fait qu'il existe différents types de récepteurs. Vous avez des récepteurs pour les hormones thyroïdiennes, des récepteurs pour les hormones filles, les œstrogènes par exemple. Donc vous avez différents types de récepteurs, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plusieurs clés peuvent ouvrir le même cadenas, donc plusieurs hormones peuvent agir sur le même récepteur. Alors on va prendre l'exemple des hormones thyroïdiennes pour vous expliquer à nouveau, pour illustrer le système endocrinien et aussi pour ensuite vous illustrer des effets des perturbateurs endocriniens, donc de certains polluants. Vous voyez, on retrouve à nouveau ce système dont on parlait, l'hypothalamus et l'hypophyse à la base du cerveau, qui vont libérer des hormones qui sont capables de stimuler la thyroïde et d'indiquer à la thyroïde qu'il faut produire des hormones thyroïdiennes. Ça va? Ces hormones thyroïdiennes, elles vont avoir des effets extrêmement variés. Elles vont stimuler votre cœur, elles vont stimuler votre foie et les fonctions qui sont réalisées dans le foie. Elles vont stimuler votre peau, elles vont stimuler le fait que vous ayez chaud. Donc forcément,
elles vont stimuler votre intestin. Donc c'est pour ça que quand on a une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, on se plaint de frilosité, d'avoir froid, de constipation, de fatigue. Donc tout ça s'explique par l'action des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, elles jouent aussi un rôle extrêmement important dans le développement du cerveau. Alors ça commence déjà in utero, donc chez le fœtus. Les hormones thyroïdiennes vont stimuler le développement des neurones au sein du cerveau et ça va continuer pendant les premières années de la vie. Et en fait, pour illustrer ça, vous voyez ici un neurone qui a grandi en l'absence d'hormones thyroïdiennes. Vous voyez que les branches de ce neurone sont très peu développées. Et vous voyez le même neurone dans des conditions normales en présence d'hormones thyroïdiennes. Et vous imaginez bien que ce neurone-ci aura la possibilité d'établir beaucoup moins de connexions que celui du dessus qui a reçu des hormones thyroïdiennes. Alors qu'est-ce que c'est maintenant la perturbation endocrinienne? Ce qu'on sait finalement, c'est que de nombreux composés chimiques, donc synthétisés par l'homme essentiellement, certains sont d'origine naturelle, peuvent interférer avec notre système thyroïdien, avec nos hormones et avec l'action de ces hormones. Donc en fait, si on reprend notre idée des cadenas et des clés, vous avez ici à nouveau l'hormone naturelle qui va se fixer, qui va rentrer dans le cadenas et permettre de l'ouvrir. Et vous avez en fait des substances qui peuvent notamment avoir des structures, donc des clés qui ressemblent à la bonne clé, mais comme ça vous est sûrement déjà arrivé, vous mettez la mauvaise clé dans un cadenas et vous bloquez le cadenas. Ça va? Alors il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit vous bloquez le cadenas, vous bloquez le récepteur et vous empêchez l'hormone naturelle d'agir, soit vous ouvrez le cadenas avec une mauvaise clé et donc c'est une substance qui est capable d'activer le récepteur et d'envoyer un message aux cellules cibles d'une hormone. Donc c'est ce que vous voyez ici, vous avez un récepteur soit qui est faussement activé ou soit qui est bloqué, donc qui ne peut pas être activé naturellement par les hormones. Alors les effets de ces perturbateurs endocriniens, on va voir ce qu'ils sont. Leurs effets vont vraiment dépendre d'où ils se trouvent dans l'organisme et d'où se trouvent les récepteurs qu'ils peuvent affecter dans l'organisme et à quel moment de la vie survient l'exposition. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les hormones thyroïdiennes, par exemple, jouent un rôle très important dans le développement du cerveau. Si vous êtes exposé à une substance qui perturbe la fonction des hormones thyroïdiennes très tôt dans votre vie, on peut bien sûr imaginer que vous aurez des effets sur le développement du cerveau qui vont durer très longtemps. D'accord ? Donc il y a des moments de la vie où on est très sensible aux effets de ces perturbateurs endocriniens. Évidemment, un récepteur, un cadenas, va assurer une fonction donnée à un moment de la vie. À la puberté, par exemple, il y a beaucoup de changements qui se mettent en place, de changements hormonaux. Si vous êtes exposé à ces perturbateurs au moment de la puberté, les effets seront très différents que chez une femme adulte ou chez une petite fille qui n'est pas encore en puberté. Alors finalement, ces perturbateurs endocriniens, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'ils n'agissent pas simplement comme une mauvaise clé au niveau d'un cadenas, ils vont agir à différents niveaux de l'action des hormones. Ils peuvent affecter la production des hormones, si on vient aux hormones thyroïdiennes, mais il y a certains polluants qui peuvent vraiment affecter la production par la glande thyroïde de ces hormones. Elles peuvent affecter le transport, donc on a dit que les hormones étaient libérées dans le sang, certaines substances peuvent affecter le transport de ces hormones dans le sang. Les hormones sont ensuite dégradées par le corps, essentiellement par le foie, parfois éliminées par le rein, ce qui permet d'arrêter leurs actions à un moment donné, mais la dégradation peut être affectée également. L'action, on l'a vu, c'était illustré par le cadenas. Les messages qui sont ensuite transmis du récepteur à l'intérieur de la cellule peuvent aussi être affectés par certains polluants et on peut aussi altérer la réponse de la cellule ou du corps aux hormones naturelles. Donc toutes ces actions sont des actions de perturbation endocrinienne. Alors dans la plupart des pays, on est en fait exposé à toute une série de substances, on en verra des exemples. Donc vous voyez, on pourrait illustrer ça par de nouveau, on a un cadenas et on a une série de clés, on est entouré de clés de différents types. Maintenant, ce que nous apprennent certaines études d'épidémiologie, et c'est un petit peu aussi ce qui a été montré sur l'île de Guam pour une autre substance toxique, c'est que dans certaines régions très polluées, on est donc très exposé à un type de mauvaise clé.
Et là peuvent survenir des effets sur la santé qui sont plus facilement identifiés. Ça va ? Alors, de nouveau, on réinsiste sur le fait que toutes ces hormones dont on a parlé, elles jouent un rôle extrêmement important pendant le développement. Elles vont jouer un rôle sur la croissance, elles vont initier la puberté, elles vont permettre le développement du cerveau. Et donc, les enfants et les fœtus dépendent de façon très importante de ces hormones pour leur développement. Et on peut imaginer qu'ils sont particulièrement sensibles aux effets de ces perturbateurs endocriniens. Alors, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu, on en parle quand même de plus en plus dans les médias, est-ce que vous avez déjà entendu des exemples de perturbateurs endocriniens ? Le bisphénol A, oui, tout à fait, c'est un dont on a beaucoup parlé. Alors en fait, les perturbateurs endocriniens, ils sont présents dans notre environnement à différents niveaux. On en retrouve dans l'industrie. Ce sont les produits d'incinération, des produits utilisés comme isolants. Certains sont interdits maintenant, mais ils ont une très longue demi-vie, parfois 20, 30, 40 ans, et donc sont toujours présents dans l'environnement, même s'ils sont interdits. C'est le cas des dioxines ou des PCB, par exemple. Ce sont aussi certains agents nettoyants. On les retrouve dans l'agriculture. Ce sont les herbicides, les fongicides, les pesticides organochlorés, tels que le DDT. Et puis, il y a aussi certains perturbateurs endocriniens qui ont une origine naturelle, c'est le soja notamment, qui a un effet légèrement œstrogénique, comme les hormones féminisantes. Vous en retrouvez dans votre environnement, les agents plastifiants, ce sont les phtalates, le bisphénol A qui permet notamment au plastique d'être souple et relativement transparent, les retardateurs de flamme, dans les cosmétiques, on en trouve de moins en moins, mais malgré tout, on trouve beaucoup de parabènes. Et puis, la pilule, qui est la pilule contraceptive, qui est éliminée dans les urines de la femme et donc dans les eaux usées, qui va contaminer aussi l'ensemble de la population. Alors, comment est-on exposé aux perturbateurs endocriniens ? Soit par inhalation, donc parce qu'on inhale ces substances volatiles, soit par ingestion, soit d'une nourriture contaminée ou d'eau contaminée. Certaines substances sont capables de passer à travers la peau. On a parlé notamment de ces tickets de caisse un petit peu brillants qui contiennent en fait aussi du bisphénol A qui peut passer à travers la peau. Par les veines, les cathéters, les petits tubes en plastique qu'on met dans les veines peuvent aussi contenir des perturbateurs endocriniens. Et puis, et ça de nouveau, ça nous tracasse vu la sensibilité du fœtus potentiellement aux perturbateurs endocriniens, on sait maintenant que certains de ces perturbateurs sont capables de passer à travers le placenta, donc de passer de la maman au fœtus. On sait aussi que certains d'entre eux passent par le lait, donc on repasse à l'ingestion, donc sont passés de la maman au bébé via le lait maternel. Alors il y a différentes approches de la perturbation endocrinienne qui se complètent, qui abordent les choses de façon légèrement différente. Vous pouvez notamment avoir une approche qui est plus toxicologique, avec, on peut tester des substances soit qui sont nouvellement synthétisées, soit qu'on a identifiées comme potentiellement dangereuses. Le but étant d'identifier des effets indésirables. Pour ça, on va utiliser des modèles animaux, des modèles informatiques maintenant aussi qui permettent d'essayer de définir sur base de la structure d'une substance quel effet elle aura, ou des systèmes qu'on appelle in vitro, donc par exemple de culture cellulaire. Et tout ça va permettre d'établir un effet dose-réponse d'une exposition à une substance dans des conditions qui sont évidemment relativement limitées. Alors il y a aussi, et on va l'illustrer maintenant, une approche épidémiologique. De nouveau, on se rapproche un petit peu de ce qui a été expliqué dans le premier exposé, avec des perturbations qu'on observe dans la faune ou chez l'humain. Tout d'un coup, comme je vous l'ai dit, dans une région particulière, on peut s'apercevoir d'un problème de santé qui a une fréquence très élevée, et de là, suspecter une substance particulière et essayer d'identifier des effets, en particulier au niveau de la fenêtre d'exposition. Alors par définition, comme ce sont des études épidémiologiques, ce sont des études réalisées in vivo, chez le vivant, évidemment dans les conditions naturelles. Alors les premières inquiétudes par rapport aux perturbateurs endocriniens, elles sont venues en fait de l'observation de la faune.
Et vous voyez ici, chez les poissons notamment, on avait des poissons soit qui naissaient avec les deux sexes, soit avec des anomalies de la différenciation sexuelle, donc de leurs organes génitaux. Et alors donc, il y a cette maman poisson qui dit est-ce un garçon ou une fille, mais on ne sait pas très bien, vous savez maintenant avec les substances chimiques dans l'eau. Et donc notamment, ce qui avait été identifié, c'était dans les lacs en Floride, on avait constaté une diminution des populations d'alligators. Et en fait, ce qui a été mis en évidence, c'était que ces lacs étaient très pollués en DDT. On a vu que c'était une substance qui était un perturbateur endocrinien, qui a notamment une activité œstrogénique, et qui altérait de nouveau le fonctionnement des organes génitaux chez les alligators et qui les rendait moins fertiles. On s'est rendu compte aussi d'anomalies des organes génitaux chez les moutons. Et forcément, ces observations sont très relevantes, sont très importantes pour nous, puisque les animaux sont exposés aux mêmes substances que nous dans l'environnement tout comme nous. Alors on va revenir au système thyroïdien avec un premier exemple de perturbation endocrinienne possible. Et on va parler de l'hippocampe. On en a déjà parlé tout à l'heure également avec le professeur Charlier, parce qu'on a dit que c'était le centre de la mémoire. Vous voyez ici où il est localisé dans le cerveau. Et l'hippocampe, en fait, il se développe à la fin de la gestation, donc à la fin de la grossesse chez le fœtus, et puis pendant les premiers mois, voire années de la vie. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'il se développe cet hippocampe ? Et vous avez des cellules qui au départ sont capables de se différencier en toute une série de choses, qui vont d'abord se multiplier, qui vont constituer des couches, que vous voyez ici, des couches de neurones, et qui vont se différencier. Et qu'est-ce que c'est se différencier ? C'est grandir des espèces de branches, ici de dendrites, et établir des connexions avec les neurones voisins et avec d'autres neurones qui forment d'autres projections, donc qui viennent de structures situées à distance. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que cette prolifération et cette différenciation des neurones dépend très fortement des hormones au cours du développement. Donc ça, c'est le premier élément qui les rend très sensibles potentiellement aux perturbateurs endocriniens. Ce qu'on sait également maintenant, c'est que lorsque vous mémorisez quelque chose et puis que vous faites appel à cet élément mémorisé, la formation de nouveaux neurones est importante pour ce phénomène de mémorisation. Et l'hippocampe est en fait une des seules régions du cerveau où on a une neurogenèse, donc une formation de nouveaux neurones qui se prolonge tout au cours de la vie. Alors, le développement cérébral, il dépend de quoi ? Je viens un petit peu de le résumer avec le développement de l'hippocampe. Il dépend de plusieurs choses. La première chose, c'est la prolifération des neurones qui vont former différentes couches. Puis ces neurones vont s'organiser en couches, justement, vont former ces différentes couches, puis se différencier, donc établir des excroissances, comme vous voyez ici, des branches et des connexions entre elles. Et puis, ils vont acquérir une activité électrique qui va leur permettre de fonctionner. Et donc vous pouvez imaginer que si un de ces phénomènes, qui dépend notamment des hormones, est altéré, vous allez avoir une altération du développement cérébral. Alors de nouveau, ce développement cérébral dépend des hormones thyroïdiennes. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que des enfants qui ont été particulièrement exposés à certains perturbateurs endocriniens ont des altérations de la fonction cérébrale, donc notamment un QI diminué. Et en fait, ce que vous voyez ici, voilà, ce que vous voyez sur cette figure, c'est que plus les taux de PCB qu'on avait mesurés chez la maman, donc qui sont une représentation de ce à quoi le fœtus a été exposé, on mesurait ensuite le QI des enfants à l'âge de 8-9 ans, et ce qu'on s'apercevait, c'était que plus les taux de PCB avaient été élevés chez la maman pendant la grossesse, plus le QI était bas chez son enfant. Ça va ? Alors, entre les moins exposés et les plus exposés, c'est une chute de 6 points de QI. Vous me direz, ce n'est peut-être pas énorme. En termes de population, ça représente à l'échelle du monde, ça représente plusieurs millions de personnes qui vont représenter un retard mental comparé à la situation il y a quelques années.
Et en fait, voilà ici, alors ce n'est pas typiquement un perturbateur endocrinien, c'est plutôt une toxine qui avait été identifiée au Mexique. Et vous voyez ici des dessins réalisés par des enfants de 4 et 5 ans, des dessins réalisés par des enfants dans la vallée qui étaient très exposés à ce pesticide. Et vous voyez que les dessins sont extrêmement simples, comparés aux dessins des enfants qui avaient été moins exposés dans la région voisine. Donc ça vous donne une idée des effets de certains polluants sur le développement cérébral, ou en tout cas certains indices. Alors maintenant, à nouveau, comme on en a parlé aussi précédemment, le fait de trouver une association entre une substance et un effet ne prouve pas de façon définitive que c'est cette substance qui est responsable de l'effet observé. Donc une façon d'approcher ça, c'est d'exposer les animaux à la substance qu'on a identifiée. Ici, ce sont des rats qu'on a exposés pendant la grossesse, à nouveau, au mélange de PCB qui ressemble très fort à ce qu'on avait mesuré chez ces femmes enceintes. Et en fait, vous voyez une façon ici de tester la mémoire. Vous voyez une sorte de labyrinthe à plusieurs bras. Et en fait, on va déposer un morceau de fromage ou de quelque chose que le rat aime bien à l'extrémité d'un des bras. Et il y aura un signe qui sera situé sur les murs de la salle qui permettra au rat d'apprendre sur quel bras se trouve la récompense. Ça va ? Donc vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, le rat va de plus en plus vite aller dans le bras où il sait que la récompense se trouvera. Et en fait, les animaux qui ont été exposés pendant la grossesse à ces perturbateurs endocriniens vont mettre beaucoup plus de temps à apprendre où se trouve la récompense. Et ils vont surtout commettre beaucoup plus d'erreurs. Et ça, c'est une façon de mesurer la mémoire chez les rongeurs. C'est un petit peu la même chose. Ce qu'on va regarder, c'est surtout les graphiques ici en bas. Vous devez imaginer que ce cercle ici, c'est une petite piscine, en fait, qui est remplie de lait. Et se trouve une plateforme ici qui permet à la souris ou au rat de se positionner de façon surélevée. Il faut savoir que les rongeurs détestent l'eau. Ils savent nager, mais ils détestent nager. Et en fait, de nouveau, il y a un indice qui permet aux rongeurs de savoir, d'apprendre où est la plateforme. Ça peut être une marque de couleur, par exemple, à nouveau sur le mur ou les parois. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, l'animal va apprendre, se rappelle où est la plateforme et va nager très vite vers la plateforme. Et à nouveau, lorsque les animaux ont été exposés aux perturbateurs endocriniens, au PCB, en fait, ils ne se rappellent pas, ils n'arrivent pas à apprendre où se trouve cette plateforme. Donc de nouveau, ça suggère qu'une exposition très tôt dans la vie au PCB, donc jusqu'au sevrage uniquement, entraîne des effets sur la mémoire beaucoup plus tard dans la vie. Les animaux testés ici sont des animaux adultes. Alors en fait, vous pouvez marquer ces nouveaux neurones. Je vous ai dit que la mémoire elle était soutenue par la formation de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Vous pouvez marquer ces nouveaux neurones de façon à ce qu'ils soient fluorescents et vous pouvez enregistrer leur activité électrique. Et en fait, ce que nous avons fait, nous avons regardé chez les animaux contrôles et chez les animaux exposés, quelle était l'activité électrique de ces neurones. Et ce qu'on voit, c'est que naturellement, l'activité électrique va augmenter avec l'âge du neurone, donc il va devenir plus mature. Et cette augmentation de l'activité, de l'intensité de l'activité électrique, elle ne se passe pas chez les animaux qui ont été exposés aux perturbateurs endocriniens, au même mélange de PCB. Alors de nouveau, ce n'est pas nécessairement l'explication de ces difficultés de mémoire, mais en tout cas, on a des indices qui nous permettent de dire qu'au niveau de la cellule, il y a des choses qui fonctionnent moins bien après exposition au PCB. Alors voici ici, vous avez tout à l'heure cité le bisphénol A, et on va utiliser un autre exemple de perturbation endocrinienne, qui est l'exposition de fait au bisphénol A. Vous voyez sa structure ici. Le bisphénol A, il est considéré comme une substance faiblement œstrogénique, c'est-à-dire que son activité mime celle des œstrogènes, donc des hormones féminisantes. Où est-ce qu'on trouve le bisphénol A ? On le trouve dans les produits tupperware. Alors je vous expliquerai tout à l'heure comment on peut l'identifier. Dans certains produits type tupperware, donc composés plastiques. On le retrouve dans l'intérieur des canettes, donc toutes les canettes que vous buvez. Les boîtes de conserve également ont du bisphénol A à l'intérieur. Et alors on considère
que l'exposition quotidienne à 5 mg de bisphénol A par kilo et par jour est un seuil pour des effets. Donc on sait en toxicologie qu'on observe des effets à partir d'une dose de 5 mg. Et on a défini qu'une dose de 0,025 mg par kilo par jour est non dangereuse, c'est-à-dire 100 000 fois inférieure à l'exposition dans l'environnement. Alors ici, on va partir plutôt des observations qui sont faites chez les rongeurs, et puis on verra si on peut observer des choses comparables chez l'humain. En fait, vous voyez ici, sur l'axe des X, l'âge des rongeurs, ça va, en semaines. Et ce que vous voyez, les triangles blancs, mais de façon assez naturelle, avec l'âge, le rat ou la souris va augmenter en poids. Si l'animal a été exposé à 0,05 mg par kilo et par jour au bisphénol A pendant 3 semaines seulement après la naissance, ce que vous voyez ici, c'est que ces animaux, ces rongeurs, prennent plus de poids que leurs compagnons qui n'ont pas été exposés, alors qu'ils mangent la même chose. Ça va ? Cet effet, il est encore plus important lorsqu'on expose les rats à une substance très riche en graisse. Et ça, c'est très relevant aussi pour notre population, puisqu'on mange un régime assez riche en graisse. En fait, ce qu'on voit, forcément, les animaux qui mangent un régime riche en graisse prennent plus de poids que leurs compagnons. Mais alors, ceux qui ont été exposés en plus au bisphénol A pendant 3 semaines prennent du poids de façon vraiment très importante. Vous voyez qu'ici, on a un poids de presque 400 grammes pour les animaux qu'on appelle contrôle. Ceux qui ont eu un régime riche en graisse et du bisphénol A pèsent quasiment 2 fois plus. Alors, est-ce qu'on peut mettre en évidence de tels effets dans la population? Est-ce que le bisphénol A pourrait expliquer certains effets et surtout cette augmentation de l'obésité au sein de la population? Alors d'abord, une dernière image aussi qu'on ne peut bien sûr réaliser que chez l'animal, où on va aller regarder le cerveau des animaux qui ont été exposés au bisphénol A. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une expression beaucoup plus diminuée de certains neurones qui régulent la prise alimentaire notamment et la dépense en énergie. Alors dans la population, quelles sont les difficultés? Il y en a plusieurs. La première, c'est si vous voulez voir les effets d'une exposition très précoce au bisphénol A, les effets à l'âge adulte, mais forcément le chercheur aura déjà terminé sa carrière avant de pouvoir suivre et terminer ses observations. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est aussi, en tout cas pour des substances telles que celles-ci, qui ont une courte durée de vie dans l'organisme. La deuxième, c'est aussi que le bisphénol A est tellement abondant qu'on le retrouve chez 95 à 97% de la population. Donc il n'y a plus de population contrôle, tout le monde est exposé. Alors ce qu'on peut faire, c'est en fait de diviser la population entre ceux qui ont été les plus exposés ou le moins exposés. Ça va, c'est ce qu'on appelle les quartiles. Et vous voyez ici la prévalence de l'obésité, le risque d'obésité en fonction, chez des sujets âgés de 6 à 19 ans, en fonction des taux de bisphénol A qu'on a retrouvés dans l'urine. Et vous voyez que pour les populations les plus exposées, on a un risque d'obésité qui est multiplié par plus de 2. Donc ça suggère un rôle possible du bisphénol A dans une prédisposition à développer une obésité. Alors ici, cette étude-ci reproduit la même chose chez des petites filles. Cette fois-ci, à 9 ans, on mesure les taux urinaires de bisphénol A et on voit que plus les taux de bisphénol A sont élevés, plus les petites filles ont un index de masse corporelle qui est élevé. Par contre, si on essaye de retourner à l'exposition qui a eu lieu avant la naissance, en mesurant le bisphénol A chez les mamans, là, on ne voit pas d'association entre les taux de bisphénol A chez la maman et le poids des petites filles. Donc vous voyez vraiment la difficulté de mettre en évidence une relation entre l'exposition à ces perturbateurs endocriniens au sein d'une population. En sachant bien sûr que l'Organisation mondiale de la santé considère que la première cause de l'épidémie d'obésité que vous voyez ici, donc l'augmentation de la prévalence depuis les années 70, est liée au style de vie, notamment l'absence d'exercice et l'alimentation déséquilibrée.
Donc, comme on l'a dit, ce n'est pas si simple dans le contexte humain d'établir un contexte entre obésité et exposition au bisphénol A, surtout lorsqu'on essaye de tenir compte des fenêtres d'exposition. Alors il y a quelque chose qui est encore plus difficile finalement. Je vous ai parlé chez l'humain forcément de la longueur de l'exposition, parfois du long délai entre l'exposition et les effets possibles. On a parlé du fait que pour certaines substances, il n'y avait plus de population contrôle, tout le monde est exposé. Ce que vous voyez ici, c'est aussi qu'on n'est pas exposé à une substance, mais à des centaines de substances. Chaque barre ici représente une femme enceinte. Et ce que vous voyez, c'est un jour donné, au moment où on fait une prise de sang ou une analyse d'urine, ce sont les différents groupes de substances qu'on retrouve chez ces femmes enceintes. Vous voyez que chez 90% d'entre elles, on trouve au moins 40 à 50 substances. La même équipe est maintenant capable de mesurer la présence de 150 substances. Elle trouve près de 150 substances chez la grande majorité des femmes enceintes. Donc on n'est pas exposé juste à une substance, mais à un mélange de substances. Ce qui explique évidemment la difficulté de définir un seuil qui est considéré comme non dangereux, puisqu'en fait ce qui a été mis en évidence par des systèmes essentiellement in vitro, donc de nouveau des systèmes cellulaires, c'est qu'en fait si on mélange 4 substances, on l'a aussi montré in vivo à vrai dire, donc chez les animaux, si on mélange 4 substances à une dose qui est connue comme n'étant pas dangereuse, donc on fait 0, plus 0, plus 0, plus 0, on obtient un effet. Donc 4 substances qui toutes seules n'ont pas d'effet, lorsqu'on les met en mélange et qu'on expose ces cellules ou ces animaux à ce mélange de substances, on a en fait un effet. Donc 4 substances à une dose qui était considérée comme non dangereuse par le législateur, lorsqu'elles sont mélangées, ont en fait un effet. Donc c'est ce qu'on voit ici, 0 plus 0 plus 0 plus 0 est parfois égal à 1, parfois à 5, parfois à 3. Ça va ? Donc difficulté vraiment de prédire des effets de ces mélanges. Et alors c'est à ça que s'ajoute une approche peut-être plus endocrinologique, où un perturbateur endocrinien est suspecté sur base du fait qu'il interfère simplement avec les hormones, qu'il y ait un effet ou pas, qu'il soit mesurable ou pas. On identifie alors des effets ou des mécanismes après l'exposition, en tenant compte de nouveau de l'importance de ces hormones pour le développement, pour la structure d'un organe ou pour sa fonction, en tenant compte des fenêtres d'exposition, de la sensibilité, on l'a dit, de l'organisme et des effets des faibles doses et des mélanges. Alors un dernier élément qui est particulièrement tracassant également, mais qui n'a été rapporté actuellement que chez l'animal, c'est un effet qu'on appelle transgénérationnel. C'est-à-dire que la substance ne va pas affecter seulement la mère en gestation et son descendant, mais les générations suivantes. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? On peut expliquer ça par une réorganisation de l'ADN, qui ne sont pas des mutations, mais une réorganisation vraiment de la structure tridimensionnelle de l'ADN. Mais c'est une réorganisation qui va être transmise aux générations suivantes comme des mutations qui pourraient être héritées d'une génération à l'autre. Et ça a été montré pour une substance qui s'appelle la vinclozoline, qu'on utilise contre certains champignons, c'est un fongicide. Et en exposant les animaux à nouveau pendant la grossesse, c'était à des doses assez élevées, il faut le savoir, les chercheurs ont identifié des désordres sur 4 générations. Ça va ? Donc pas seulement les enfants, entre guillemets, des rats exposés, mais les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et les arrière-arrières. Avec diminution de la fertilité, augmentation du risque de tumeur, anomalie de la prostate, anomalie des reins et augmentation du cholestérol dans le sang. Donc les effets pourraient affecter non seulement la génération exposée in utero, mais les générations suivantes également. Alors, pour terminer, quelques petits conseils par rapport aux perturbateurs endocriniens. Comment est-ce qu'on peut, à l'échelle individuelle, diminuer son exposition aux perturbateurs endocriniens ? Alors, un des conseils, c'est d'éviter les bouteilles en plastique, les canettes et les boîtes de conserve. Si possible, favoriser les contenants en verre. En particulier, éviter de mettre des contenants plastiques dans le micro-ondes,
parce qu'en fait, c'est au moment, avec l'élévation de la chaleur, les substances telles que le bisphénol A vont être relarguées dans la nourriture. Les produits frais et bio, mais ça c'est vrai qu'on a montré que chez les gens à qui on amenait pendant quelques semaines un régime bio, mais ces gens-là avaient des taux de perturbateurs, en particulier de pesticides, qui diminuaient dans le sang après quelques semaines de mise en place de ces mesures. Alors les contenants en plastique qui ont ce numéro 7 dans le triangle sont les plastiques qui contiennent les substances de la famille du bisphénol A. Ça va ? Donc il faut essayer de les éviter, tout comme le 3 et le 6. Et puis les parabènes, mais ils sont présents dans certains produits de beauté. Ils sont décrits dans la Constitution et donc vous pouvez aussi essayer d'éviter de les utiliser. Et voilà, donc 1, 2, 4, 5, c'est un guide de poche réalisé par l'Université de Washington. Ce sont les numéros considérés comme non dangereux, a priori, et 3, 6, 7, ceux qu'il faut essayer d'éviter. Alors, comme vous avez vu, finalement, ça, ce sont des mesures pour limiter l'exposition, des mesures qu'on peut prendre à titre individuel. Maintenant, comme on est exposé à des centaines de substances, évidemment, la grande difficulté, c'est aussi pour le législateur de prendre des décisions par rapport à ces milliers de substances qui sont mises sur le marché chaque année. Je vous remercie de votre attention.